etc. Enfin, vous savez ce que c'est que la plèvre? La plèvre, c'est cette espèce d'enveloppe qui entoure les poumons, dans laquelle il y a une pression négative. Et si jamais vous avez une brèche parce qu'il y a une côte ou un coup de couteau, mais cette pression négative va devenir positive, de l'air va rentrer, le poumon va se ratatiner. Donc la technique, c'est d'aller mettre les secouristes, enfin les médecins, mettent une aiguille, ils aspirent l'air, hop, le poumon il se rebond. Si vous faites deux gros pneumothorax, vous mourrez. Le poumon, il est comme une petite éponge qui se rétracte sur lui. D'accord? Traumatisme du thorax. Généralement, on a la chance, c'est souvent un des deux côtés. Quand c'est un accident de voiture, à l'époque où les gens n'avaient pas de ceinture de sécurité, mais c'était fracture des côtes, fracture du sternum, vraiment une atteinte complète au niveau de la cage thoracique, et la personne mourait au volant, étouffée. D'accord? Dans la ceinture de sécurité a sauvé énormément de vies, même si au début on a rechigné tous à la mettre. Je pense, moi le premier. Bien entendu, l'inhalation de produits corrosifs et fumée, hein, dans les incendies, souvent les gens meurent d'inhalation de fumée, ils ne meurent pas grillés, enfin brûlés vifs, comme on entend dire parfois. Ils meurent, enfin, je ne sais pas si c'est une meilleure chose, mais ils meurent étouffés par des gaz. À mon avis, c'est une mort qui est un peu plus douce pour mourir brûlés vifs. Et ils brûlent après. Et après, ils brûlent, bien évidemment. D'accord? Donc c'est surtout les produits corrosifs, le CO2, tous les dégagements. La fonction circulatoire, elle peut être atteinte par une perte de sang, hein, une hémorragie. Hein. Donc là aussi, il va falloir vite savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il va falloir qu'on sache tous traiter une hémorragie si on peut. D'accord? Encore dans les hémorragies, il y a les hémorragies internes, contre lesquelles nous, on ne peut pas faire grand-chose. Les hémorragies externes, on voit le sang sortir. Et les hémorragies qu'on appelle extériorisées. Parce qu'on voit du sang qui sort par les oreilles, par le nez. Ce sont des hémorragies qui sont quand même graves, mais il faut savoir quoi faire à ce niveau-là. Donc interne, gros traumatisme du foie ou la rate hein, qui éclate. Il y a beaucoup de sang et là il faut vite agir. Donc là, votre appel au 15, s'il est pertinent, on va vite déclencher des secours. D'accord? Si vous dites c'est un cycliste qui s'est pris un guidon, souvent quand c'était des guidons plats au niveau hépatique, au niveau du foie, les secours ils vont tracer. D'ailleurs maintenant, ils ont des appareils à échographie dans les ambulances. Chose que moi j'ai pas connue quand j'étais jeune étudiant. Des médecins. Non, mais c'est vrai qu'il y a 70 ans, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas il y a 70 ans des trucs comme ça. Exactement, donc ils préparent le matériel. C'est pour ça que quand vous allez donner l'info, serrez-moi la main pour apprécier le degré d'altération de l'état de conscience. Serrez-moi la main, d'accord? Serre-moi la main, qu'est-ce qui t'arrive, machin. Et voilà, vous le secouez, vous le stimulez. D'accord? Ensuite, on peut examiner les pupilles. Là, c'est déjà un petit peu plus fin. Je vous laisse deviner que c'est quand même compliqué. Voilà, une mydriase, ou ce qu'on appelle une anisocorie. Le mec, il a pris un gros coup dans la tête. Du côté où il a pris le coup, il y a la pupille qui se dilate et l'autre côté resserré. C'est mauvais signe. Déjà, ça prouve que si vous voulez, que le cerveau, hein, c'est quand même très superficiel par rapport à la peau. Il a pris un grand pet. Et il y a déjà, si vous voulez, des vaisseaux qui ont fait un hématome. Cet hématome va comprimer et c'est ça qui vous fait perdre conscience. Ce n'est pas tellement la perte de sang, c'est une hémorragie intracrânienne, mais c'est surtout la compression au niveau du cerveau. N'oubliez pas que le cerveau, malheureusement, il est dans une boîte hein, qui est dure, qui est inextensible. Les enfants, eux, elles peuvent encore grossir, mais chez un adulte, non. Si vous avez un grand coup, l'hématome qui va se former va comprimer le cerveau et le cerveau, il n'aime pas ça du tout. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Perte de connaissance. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, on évalue la respiration. Comment on fait pour évaluer la respiration d'une victime qui est au sol? Vous vous précipitez sur lui, hein, vous le défaites un petit peu, vous enlevez, et puis vous écoutez, vous regardez les poumons, hein, si ça se déploie. On met la joue. Et on peut mettre la joue, absolument. Hein, on peut déjà mettre la tête, on met la joue, et on voit s'il y a un souffle ou pas. Une personne qui ne respire pas, c'est une personne qui est en arrêt cardiaque. Vous n'avez même pas besoin de prendre le pouls. Si vous voyez que la personne, là, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Immédiatement. Une personne qui ne respire pas, c'est une personne qui est en arrêt cardiaque. On ira circulatoire d'abord. Parce que ça va ensemble. Sauf si c'est une obstruction des voies aériennes supérieures, elle ne respire pas, elle n'est pas encore morte. Mais ça ne va pas tarder. Si vous ne faites pas de bons gestes. On va le voir tout à l'heure. C'est bientôt. D'accord? Donc vous évaluez la circulation. Comment on fait pour évaluer la circulation? Denis? Le pouls. Le pouls, où est-ce que tu prends le pouls? Où est-ce qu'on t'a montré? On peut le faire à la carotide. On n'a pas regardé le pouls. Alors, on regarde la respiration, si ça, le ventre bouge, si ça, le souffle voilà. chaud, mais on n'a pas regardé le le pouls si c'est au pour ventre. que tout le monde soit, voilà, pour que tout le monde soit d'accord, si la personne elle est encore un peu somnolente, qu'elle réagit, vous pouvez le prendre au niveau radial. Hein, je vous rappelle que le pouls se prend au côté du pouce. Vous mettez vos 2 ou 3 doigts en crochet, là, ici. Et là, vous le sentez bien. Nous,
On a appris là. Alors, Non, c'est pas là, c'est là. Non, non, t'as jamais Moi appris. j'ai appris là. Non, 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 non. C'est fini alors. Tu oublies. Tu dis des conneries à tes copains. Non, je rigole. Non, non, tu oublies. C'est ici. Cherchez-le, vous allez le trouver. Mmh. Cherchez des poules dans la tête. Dans la tête, il n'y a pas de poules. Là, ici. D'accord. Moi, le pouls que j'affectionne, c'est le pouls fémoral. Il faut savoir le prendre. Hein, c'est ici. Après, vous avez bien entendu le pouls carotidien. Alors, le pouls carotidien, pareil, il faut mettre les doigts en crochet. Là, vous avez le gros tuyau qu'on appelle la trachée artère, on l'a vu tout à l'heure. Et vous glissez jusqu'à ce que, clac, vous tombiez. J'aime pas, moi, prendre le pouls à ce niveau-là, parce que si c'est quelqu'un qui est inconscient, ça va, vous pouvez le prendre. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà fait un malaise, parce que son cerveau n'est pas bien perfusé, vous allez le comprimer ici. Surtout que si vous n'êtes pas très habitué, ben vous allez chercher, vous risquez de déclencher des réflexes qui ne sont pas top. On l'achève. Donc le pouls ici, entraînez-vous. Ici comme ça, là, si vous le souhaitez, à condition que la personne réagisse bien, le pouls fémoral, très facile, ici. Vous go au plus de la nuit. Ce soir en vous endormant, ben, vous allez le chercher, vous allez le trouver. Franchement, vous cherchez par là, vous allez le trouver. Chez l'enfant, c'est huméral. C'est là où il y a l'os, à la face interne du bras. Vous mettez toujours les doigts en crochet et là vous allez sentir le huméral chez l'enfant. Il ne faut jamais prendre le pouls carotidien chez un enfant. On le prend ici, ou en crural, hein, ici, à l'aile. D'accord? Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous ne prenez pas Parce que tu risques de déclencher un malaise simplement prenant le pouls. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a des zones très, très innervées qu'on appelle des relais nerveux, hein, le système sympathique, parasympathique, ça peut parler à certaines personnes, et que si jamais vous appuyez trop, vous pourrez déclencher un malaise rien qu'en appuyant. Et puis n'oubliez pas que quand vous comprimez l'artère, qu'est-ce que vous faites? Vous empêchez le sang de passer, c'est quelqu'un qui a déjà une détresse vitale, vous allez appuyer à un endroit, le cerveau va être moins bien perfusé. Donc si vous pouvez vous abstenir... C'est ceux qui utilisent certains arts martiaux là, pour bloquer le... On peut, oui. Pour endormir les gens, faire bloquer. Les gens qui ont par exemple une tachycardie, on fait ce qu'on appelle un massage du sinus carotidien. Ils sont capables de... Vous stimulez le nerf vague. Hein, le nerf vague, tu... Voilà. Un malaise vagal. Bah oui, malaise vagal. Vous déclenchez un malaise vagal. Le mec, il est... C'est pas le pouls que j'affectionne. En désespoir de cause, si vous ne sentez pas les autres, cherchez-les là. Surtout si la personne elle est déjà inconsciente, vous risquez pas de l'aggraver plus que ça. Mais bon, d'accord? Ok? Et puis bien sûr, on peut apprécier l'état de la peau. Si la personne elle devient tout de suite blanche, je peux vous dire que quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, pour l'avoir expérimenté, la personne elle devient blanche immédiatement. La pâleur de la personne qui est en train de mourir, il n'y a plus de sang. Voilà, donc là vous savez que la personne est déjà dans une détresse circulatoire. On apprécie la peau et les muqueuses, bon là c'est déjà un petit peu finot. Nous en secourisme on regarde le temps de recoloration cutanée, on écrase le doigt et on voit au bout de combien de temps l'ongle se recolore. Ça peut être fait même chez les gens de race noire, hein, parce qu'ils ont les ongles visibles. Parce qu'une personne de race noire, il faut vous deviner qu'elle est pâle. Ou les Indiens, vous savez, ceux qui sont très très pigmentés. C'est pas évident. Hein. D'accord? Les muqueuses, on les regarde ici. Hein, c'est le blanc. Quoi. Alors, pas le blanc de l'œil, mais ce qu'on appelle le cul-de-sac. Hein, le bas, là. Qui est là, bien rouge chez nous, là, on est bien, il fait chaud, il fait bon. Mais chez quelqu'un qui a manifestement une détresse circulatoire, ça va être blanc. D'accord? Comment tu as dit que tu faisais l'évaluation sur l'orientation? Alors, en stimulant la personne, en le faisant réagir, on verra après comment on peut faire. Mais c'est la stimuler, voir si elle réagit. Elle est consciente ou pas consciente. Ou dans le pâté. C'est comme ça qu'on le voit, d'accord? La conscience, c'est ça, c'est poser des questions. Voilà, on y vient. L'orientation, on lui pose des questions essentielles. Comment allez-vous? Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Etc. Les rugbyman, les boxeurs, alors surtout les rugbyman, parce que les boxeurs c'est des bourrins, ils ne font pas les bons protocoles, mais le protocole commotion chez vous les rugbyman, il est maintenant draconien. Hein. Ils ne déconnent plus les mecs. Hein. Enfin, ceux qui vous intéressent au rugby, la plupart. Moi c'est un sport qui m'est à nouveau étranger, mais on pose des questions. Le mec il rentre au vestiaire, on lui pose plein de questions. À quel moment de la mi-temps nous sommes? Qui mène? Le score? Qui a marqué en dernier? Enfin c'est des questions très précises et on va en affinant. Et le mec, il est en tête à tête avec le... Et il est sorti du terrain. Il donne 5 mots. Voilà. Donc le mec, après, il redonne les 5 mots. Peu importe l'ordre, il faut qu'il redonne les 5 mots. Cigare, fleurs, vous inventez calendrier, portefeuille, téléphone. Et après, tu fais parler le mec. C'est ce qu'on va rechercher, des troubles mnésiques, l'amnésie. On va le faire marcher sur une ligne blanche, hein, les yeux fermés, pour voir si le mec... Donc on fait tout un testing pour vérifier que le mec il soit bien orienté. Donc vous voyez, on va affiner les choses. Avant, il faisait rien. Qu'est-ce qu'on faisait aux boxeurs avant quand ils étaient KO? Des selles. Regarde mon doigt.
Pour le réveiller. On leur faisait inhaler des merdes, oui. Ouais, des verres. Voilà les doigts, Ouais, combien de pour doigts tu réveiller. vois Non, mais Non, mais c'est mon doigt. vous en souvenez de ça? Maintenant, c'est plus comme ça que ça marche. Hein. Alors, dans la boxe, je ne connais pas. Mais en matière de rugby, maintenant, les mecs, avec tous les problèmes, après, c'est des séquelles très lourdes. Hein. Le football américain, c'est encore pire. Parce que vous avez beau avoir un casque, quand vous avez un cerveau, hein, vous le secouez comme ça, c'est un traumatisme. Il n'y a pas eu de choc. Il y a quand même un traumatisme du cerveau. Le cerveau, il part vers l'avant. Hein, c'est ce qu'on appelle la décélération. Il part vers l'avant, il revient vers l'arrière. Et là, ça crée des lésions. Tous ces Léger, vaisseaux quoi. Léger que cheminent tu absorbes. sur le cerveau et dans le cerveau, ben, ils sont déchirés. Les vaisseaux qui sont déchirés. Pareil, sans même qu'il y ait de traumatisme circulatoire, un cerveau, si vous le secouez, il est ébranlé. Hein. C'est comme un ordinateur. Je ne m'amuserai pas à prendre mon ordinateur et le secouer comme un bourrin. Je vais niquer le disque dur, vous êtes d'accord? Le cerveau, c'est pareil. Hein. D'où d'ailleurs la notion, sans rigoler, de ne pas secouer les enfants. Ouais. On disait, l'autre, il a été bercé tout près du mur. Mais il y a des enfants qui étaient un peu. Et pour certains, non, mais c'est vrai, il y avait les balancers, tac, tac. C'est vrai que souvent dans le jeu, c'est Ouais. ça. Ça, c'est pas encore trop traumatisant. Les bébés, on a fait, il faut surtout pas le faire. Je regarde les jeunes papas. Non, c'est Il y a clair. des jeunes papas par là ou... Non, qui veulent pas être... Donc on demande à la victime de remuer les doigts, les orteils, les pieds, tout ce que vous voulez, d'ouvrir les yeux, de serrer les mains, de cligner des yeux. Hein. Donc ça, c'est très important. Voilà. Une victime qui ne peut pas bouger en plusieurs membres, bien sûr, présente ce qu'on appelle une paralysie. Hein. D'accord? Tout le monde connaît ce terme. Je peux vous dire que le mec, ça va lui parler. Hein. Il sait que là, il faut qu'il envoie son Action-réaction. l'hélicoptère. Donc on peut gagner chez l'enfant. L'enfant respire. Plus on est petit, plus on respire vite. Plus le cœur bat vite. La souris, le défense. Hein. Plus on est gros, d'ailleurs, plus le cœur est lent. Pas forcément l'obésité, mais gros en termes de taille d'animal. Ok? On regarde la régularité. C'est important d'être là présent, de tenir la main, même si vous ne faites pas grand-chose. Pour moi, c'est ça. D'accord? Donc la détresse neurologique, la première chose à faire, c'est allonger la victime sur le dos ou sur le côté. Si elle a des nausées et vomissements, donc sur le côté. Alors, on va parler peut-être maintenant de la PLS. Ok? Parce que sinon, après, on risque d'oublier. Qu'est-ce que c'est que la PLS? PLS, position latérale de sécurité. Toute personne qui est inconsciente, si je suis devant une victime qui a pris un choc à la tête, qui est tombée du vélo, donc avec une suspicion plus de traumatisme cervical, mais là on va faire abstraction de ça, qui ne réagit pas, Jean-Pierre, vous devinez n'importe qui, ou Xavier, quelqu'un que vous ne connaissez pas, Xavier, le mec il ne réagit pas, vous le secouez, hein, gentiment, mais il ne réagit pas, vous vérifiez tout de suite qu'il respire, il respire, j'ai un pouls, il est en détresse neurologique, parce qu'il ne répond pas, ou parce qu'il ne répond pas de façon adaptée. Là, il faut le mettre en PLS. Est-ce que tu veux nous montrer la PLS ou est-ce que tu veux qu'on révise ensemble la PLS? Vous l'avez vu ça? Oui, ça Allez, il me faut un cobaye. Tu veux le faire? Alors, la corpulence n'est pas une entrave. Hein. Denis, tu réagis, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Il ne réagit pas, donc on soulève le masque. Je l'ai fait, il va réagir. Il respire bien, j'ai un pouls, il est juste inconscient. Si je laisse comme ça, il risque de crever. Parce qu'il va avoir immanquablement les aliments, la banane qui va remonter, ou il a peut-être même un objet dans la bouche, donc je peux enlever le masque, vérifier quand même la bouche, basculer la tête et vérifier qu'il respire. J'entends, sa cage thoracique se déploie, on défait la ceinture, on l'aide à respirer, d'accord? On fait ce qu'on appelle une libération de l'arrêt. Il respire bien, mais il est inconscient. Si je laisse comme ça en attendant les secours, il va crever. Il faut le mettre en PLS. Donc on laisse, vous allongez les jambes. Attention parce qu'il peut y avoir une fracture, tout ça, mais il faut faire ça. Voilà. Donc après, il suffit de savoir de quel côté vous voulez le tourner. Donc, si vous voulez le tourner vers vous, vous vous positionnez vers ce côté-là. Un cycliste, quand il tourne, qu'est-ce qu'il fait? On ne le fait jamais, nous. On fait quoi? On tend le bras. On va le tourner à gauche, il tend le bras à gauche. On tend le bras et ensuite après on le met à angle droit. Ce n'est pas une position confortable, mais quelqu'un qui est inconscient, ça ne va pas le gêner. C'est un petit peu douloureux. Hein, c'est pas, voilà, on met comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche les jambes, doucement, même s'il y a une fracture, c'est pas dangereux de faire ça. Vous pliez la jambe, voilà, comme ça, vous prenez sa main, paume contre paume, vous lui mettez comme ça, d'accord? Vous tenez le coude, vous prenez le bassin, et là, c'est un bras de levier. Même un costaud de 200 kg, vous le tournez. J'ai fait aucun effort. Ensuite, après, on bascule légèrement la tête. Sa main, vous lui tenez, vous glissez votre main. Libre. Voilà, là déjà, et vous lui basculez un petit peu la tête. Alors, il y a une autre technique, on te remet, c'est de garder main sur main, voilà, comme ça. Vous n'avez même pas besoin de tenir le coude.
Vous pouvez plier bien entendu la jambe. Il faut plier la jambe. Même la mettre, même jusqu'à la fesse. D'accord? Ça va vous faire un levier. C'est ce mouvement-là qui va le basculer. C'est ça qu'on a appris ça. Voilà. Et là, après, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous voyez? Voilà. Vous accompagnez le mouvement. Vous sortez délicatement votre main. Et voilà. Et vous basculez légèrement la tête et vous vérifiez toujours qu'il respire. Et là, le mec, il est en position de la sécurité. Ensuite, vous faites un dérouillage de la position en étendant la jambe devant vous. Donc, pensez toujours le bras. Vous le tournez à gauche, il met le bras à gauche, comme tout cycliste, à angle droit. Vous pliez la jambe. Après, ça peut être fait un peu n'importe comment. Hein. Je peux vous accorder que dans l'urgence, mais c'est ça. Le 500 livres, on a dit. Hein? Le 500 livres, tu les fais. Et vous le surveillez, vous le couvrez, vous le rassurez, vous continuez à le stimuler. Denis, c'est rien, t'inquiète pas, tes copains sont là, on va pas te laisser tomber. C'est pas comme Michel. Ok? Voilà. Ça, tout le monde est capable de le faire. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui... L'état de choc, c'est souvent la soif. Un des signes de l'état de choc, on en parlait tout à l'heure avec la personne qui s'est fait piquer par une guêpe ou qui a pris un médicament, vous avez la bouche sèche, putain j'ai soif, jamais, même si c'est un cycliste, vous lui donnez pas. Si vous êtes dans le désert, machin, le mec est en hyperthermie, oui, vous allez lui mettre tel élève, etc. On n'est pas dans ce cas de figure, nous, ici, sous nos latitudes. D'accord? Très important. Bien entendu, si c'est un diabétique vous avez le diagnostic d'un malaise hypoglycémique, là, c'est différent. Là, vous pouvez lui donner du sucre, la banane, si vous êtes gentil, vous donnez la moitié de votre banane, ou un tube, etc. Là, lui, il peut boire. Mais il est quand même conscient, il vous a dit. Mais s'il tombe dans l'inconscient, n'allez pas lui mettre un mot de sucre dans la bouche. Ne le faites pas boire de force, ça ne sert à rien. Vous risquez juste de faire fausse route. Ok? Dès qu'il y a une détresse neurologique, plus rien dans la bouche. Voilà. Très très important. Généralement, les diabétiques le savent. Hein. Mais il peut y avoir un cas de figure où la personne peut être en train de faire une détresse respiratoire et elle ne peut plus parler, c'est quand elle a un corps étranger qui bloque la trachée artère. Quelqu'un qui fait une fausse route, quelqu'un qui a balayé un morceau de bidoche, souvent à table. Hein. On commence à picoler, machin, on rigole, on sort des conneries. Dieu sait si parmi vous, on en sort des vertes et des pas mûres. Surtout au moment des épicuriennes, c'est pour ça que je m'abstiens de venir. Non, je rigole parce que je ne peux juste pas. On sort des conneries, machin, plutôt que de manger une bouchée de viande. Vous voyez que la viande, ça peut tuer. C'est souvent une bouchée de viande, je suis désolé, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça passe dans le mauvais trou parce que vous rigolez, la personne s'étouffe. Or, quand vous avez un aliment qui est bloqué dans la trachée artère, qu'est-ce qui se passe? Vous étouffez, vous ne pouvez plus respirer, plus ou moins. Des fois, ça peut être partiel, mais des fois, ça peut être complètement bloqué. Et surtout, vous ne pouvez plus parler. Parce que pour parler, mine de rien, sauf si on est ventriloque, je ne sais pas trop comment ils font, on expire de l'air, et c'est les vibrations des cordes vocales. Quand je parle, je souffle de l'air, et ça fait vibrer mes cordes vocales, et on peut s'exprimer. Or, quelqu'un qui ne peut plus souffler de l'air, est quelqu'un qui ne peut plus parler. D'accord? Bien entendu, sur le vélo, quand on pédale fort, on a le souffle coupé, on ne peut plus parler. Si on ne peut plus parler dans un col, c'est qu'on est mort, hein, c'est on va mettre les warnings et puis on va se coucher. On fait une fausse route, on va porter tout de suite les mains. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai assisté une fois à ça, c'est pour ça que je vous dis ça fait partie de mes beaux succès. La personne met les mains comme ça, se lève de table, parce qu'elle souvent elle va sortir parce qu'elle a l'impression qu'elle s'étouffe, donc elle est gênée, il y a du monde. Vous savez, on est souvent des fois gênés quand on fait une fausse route, machin, ils vont à l'extérieur puis ils peuvent crever dans le couloir. Hein. Donc méfiez-vous, surveillez toujours ces personnes. Moi, la fois où ça m'est arrivé, c'était à Djerba, je raconte toujours, mais bon, je ne peux pas l'amender, une touriste qui avait bien picolé, qui avait un certain âge, bien picolé. Au moment du dessert, on l'a su après, elle avait avalé une demi-pêche melba, et elle s'est foutue dans un mauvais trou. Et elle s'est levée comme ça, moi j'étais assez loin, et j'ai vu, alors le diagnostic m'a été facilité, parce que j'ai vu quelqu'un qui s'est mis derrière elle, qui a commencé cette fameuse manœuvre d'Emlich, dont on va parler maintenant, d'accord, qui consiste à faire expulser le corps étranger par une manœuvre très simple, on devrait tous savoir faire, on devrait tous oser faire, et le jeune n'y arrivait pas. Donc moi j'ai eu bonne mine, je suis arrivé, je lui ai fait un pet, boum, c'est sorti. Donc là elle est partie, hop, elle est allée s'asseoir, elle continue à bouffer. Je vous montrerai un... Et tu vas l'abîmer. Donc voilà, elle est là, elle s'étouffe. La première chose à faire, c'est de la rassurer et lui parler, parce qu'elle est déjà très... Il n'a pas le champagne Vous pouvez vous pencher comme ça, et puis vous tapez vraiment fort. Ouais, 4 ou 5.
Alors bien sûr, avec votre main, si vous êtes droitier, moi j'ai plutôt utilisé ça, vous tapez 5 fois, comme ça. Si ça vient pas. Et y allez. Surtout si en plus le mec vous a fait chier, vous pouvez y aller. Vous avez un ami. Ça, c'est quand il a. Vous tapez. Si ça marche pas au bout de 5, le corps étranger ne sort pas parce que vous avez, le mec s'étouffe toujours, manœuvre d'Emlich. Manœuvre d'Emlich. Donc vous prenez la personne derrière, vous vous mettez derrière lui comme ça, vous mettez votre poing comme ça, d'accord? Alors nous, sous le sternum, nous, c'était... Où est-ce qu'on le met? On le met, on le met ici, là, quand vous voyez les côtes. Alors, plus les gens sont maigres, voilà, vous avez ce qu'on appelle l'appendix xiphoïde, la pointe ici, et vous mettez votre poing ici, dans le creux. Dans le creux, d'accord? Et avec votre autre main, vous allez faire des pressions. Vous pouvez mettre votre main comme ça, vous allez faire des pressions comme ça. C'est pas très agréable de faire sur quelqu'un qui... Ça fait rien, tu peux lui faire. Vous faites des compressions jusqu'à ce que ça sorte. Jusqu'à ce que mort s'ensuit. Et là, généralement, l'objet, quand vous allez créer une hyperpression au niveau du sternum, mais tu serres fort là, Robert. Vous allez l'air va sortir comme si... Robert, mais tu serres fort là. Ah, il faut faire vraiment des mouvements, de compression. La personne était penchée un petit peu en avant. Oui, il faut la pencher. Vas-y, montre-nous, fais l'exercice. Absolument, et comme ça, le corps étranger va plus facilement sortir. Et vous appuyez. Et vous imaginez que la force... Alors, il ne faut pas faire forcément ce mouvement. C'est pas obligé. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, c'est pas obligé. Déjà en appuyant, ça suffit. D'accord? Et vous imaginez que le vecteur, la force que vous allez pratiquer, quand vous allez appuyer, vous allez essayer de viser entre là et là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites un mouvement, vous ramenez la personne. Et même éventuellement, vous pouvez vous servir du poids si vous voyez que ça ne marche pas. Vous soulevez la personne, vous appuyez quoi, pour que son poids vous aide. On le fera après tout à l'heure sur une veste spéciale que j'ai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la manœuvre d'Emlich. Tout le monde a entendu parler de ce mot. Donc c'est très simple, hein, quelqu'un qui s'étouffe, qui ne peut plus parler, qui ne vous dit pas, putain, je suis en train d'étouffer, machin. S'il vous dit, je touche, je tout, vous pouvez faire un clapping. Mais qui se penche en avant, vous tapez. Hein. Donc pour les enfants, c'est ce qu'il faut faire. Et si les enfants sont petits, vous pouvez les suspendre par les pieds, et pareil, vous tapez. Ah d'accord. Et un tout petit, alors à ce moment-là, on fait ça avec 2 doigts. Avec 2 doigts comme ça, si vous avez un nourrisson hein, qui s'étouffe pour Dieu sait quelle raison, il avait laissé sa sucette, machin, après je sais pas quoi, ça on peut tout imaginer, avec 2 doigts. On le suspend par les pieds, donc c'est encore plus facile, et on fait cette manœuvre. Si la personne est couchée au sol, elle est déjà tombée, et vous n'allez pas vous emmerder à la relever parce qu'elle est constante, avec le poing, vous faites la même chose. Vous faites ce mouvement-là. Ce n'est pas un massage cardiaque où il va être pratiqué ici, au niveau du stomac, il va être pratiqué ici. Vous voyez, là vous avez les côtes, vous mettez votre poing ici. Le tout, c'est de réfléchir à ce que vous faites. Et vous faites un mouvement, et là, boum, ça sort. Hein, la plupart du temps. Après, si vraiment ça ne sort pas, il y a une technique, vous faites une insufflation dans la bouche, vous soufflez fort, en espérant que l'objet parte dans une... Il y a une bronche, la gauche qui est plus dilatée que la droite. L'objet, l'olive, la cacahuète, machin, elle peut partir dans une bronche, donc vous allez sauver... On souffle avec une cartouche d'air. Vous imaginez bien que quand vous avez un corps étranger, ça sortira par le nez, ça ne va pas passer. Il faut mettre la tête en arrière. En hyper-extension, et là, pouf, tu souffles fort. Taper sur le front et tu lèves le menton, et comme ça la tête voilà, est toute avec seule. 2 doigts, absolument. Tu mets un sous la nuque, voilà, le menton. Ça, c'est la manœuvre d'Emlich. Hein. C'est très important que vous la reteniez parce que moi j'y étais confronté, mais rien ne dit qu'un jour ou l'autre, vous êtes souvent au restaurant. C'est pas Sébastien le mannequin là, non? Et tu peux mettre un recul, ça marche La aussi. manœuvre d'Emlich. D'accord? Ça, c'est très important. Il y a une difficulté respiratoire, il n'a pas envie de s'allonger. N'allongez jamais quelqu'un qui est gêné pour respirer. Soit parce qu'il s'est pris un pet, il est tombé de vélo, il y a une suspicion de fracture de côte. Le mec, vous allez l'accompagner, le faire asseoir, le tenir, vous mettre derrière lui. C'est l'allonger aussi, ouais. Mais jamais l'allonger, parce que si quelqu'un a un traumatisme côtal, vous l'allongez, vous allez aggraver sa déficience respiratoire. Un cardiaque qui fait ce qu'on appelle, qui fait ce qu'on appelle un œdémie du poumon, le mec, vous pouvez, interdiction d'allonger, il reste assis. D'ailleurs, c'est souvent des, on le voit plus trop maintenant, parce qu'on a quand même des bons médicaments, mais le petit vieux, il est au bord du lit, les jambes pendantes, comme ça. Et si jamais le médecin dit allongez-vous, le mec, non, je peux pas. Le mec, il se laissait pas allonger. Hein. Et si vous l'allongez sur le brancard pour l'amener à l'hosto, vous pouvez le tuer. D'accord. Si manifeste le désir de se relever, s'il fait l'effort de se relever, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres fractures. Vous ne pouvez pas l'allonger. Si vous l'allongez, vous allez gêner encore la respiration. Donc quelqu'un qui ne veut pas s'allonger, vous respectez la position assise ou semi-assise. Hein, c'est le moins. Ouais, mais
Respirer, vous le trouvez couvert de sueur, il est gêné pour respirer, mais il est déjà en détresse respiratoire. Hein, ok. La couleur cyanosée, on l'a vu tout à l'heure, hein, une coloration bleutée. Et puis bien sûr, il commence à y avoir une détresse neurologique, la personne commence à être confuse. Donc elle est gênée pour respirer, elle est confuse. Donc déjà, il y a la fameuse triade qui est en train de s'installer. Hein, le trépied mortel, qui est en train de se mettre en route. D'accord? La détresse respiratoire, les signes, on les a vus. Chez l'enfant, c'est souvent les battements des ailes du nez. Bon, ça, je vous passe le truc. On le voit souvent parce que... Il cherchera, tu vois. Il passe à travers la... Il y a un corps étranger là. Le corps, donc, normalement, ça va marcher. Alors, je vous rappelle toujours, hein, vous penchez la victime en avant, vous vous calez là, vous voyez votre genou, et là, vous tapez. Hein. Donc, entre les omoplates, d'accord? Là, ici. Vous tapez fort, hein, vraiment avec la paume de la main, hein, vous y êtes. D'accord? Là, généralement, le corps étranger s'expulse. Si ce n'est pas le cas, vous vous positionnez derrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, le poing, vous le mettez ici. Et vous faites ces mouvements-là. Et normalement, le corps étranger, il est sorti. Il est sorti. La frite. Ah, le corps est là. Hein, et vous pouvez pencher la personne en avant. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, là, toujours pareil. Vous essayez d'imaginer que le vecteur va arriver ici. D'accord? Hein, voilà, c'est juste ça. Ça, c'est juste pour vous rappeler que c'est cette technique qu'il faut adopter. Jusqu'à ce que vous y arrivez. Mais généralement, vous y arrivez. Devant, c'est une espèce de cornemuse, là. Ils sont imprégnés, hein, soit sous l'effet de substances, soit sous l'effet d'alcool. L'alcool, c'est un très bon toxique au niveau... Donc, pensez à ça. Moi, j'aimerais qu'on voit maintenant donc la PLS. Qui ne sont pas le signe de respiration au niveau de la bouche. Donc manifestement, hein, il a du mal à respirer dans cette position-là. Donc vite, il faut que tu le mettes en PLS. Vers quel côté veux-tu le tourner? Parce que là, tu peux avoir un mur, tu peux avoir un obstacle, tu peux le tourner vers toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Voilà. T'as vu, ça fait un peu mal. Doucement. Voilà, c'est un peu un geste un peu douloureux. Et lui comme ça pour l'instant. Voilà. Voilà. Je ramène ce volant. Voilà. Tu peux garder ta main, Alors tu peux mettre la paume de la main comme ça. Il y en a qui le mettent, comme l'a dit tout à l'heure Denis. Voilà, tu mets ta paume de la main. Voilà. D'abord, il aurait fallu que tu ramènes les deux jambes. Voilà, tu mets les deux jambes côte à côte. Celle-là, le plus près possible de la fesse, c'est ça qui va te faire ton bras de levier. Et tu le pivotes. Voilà. Ensuite, on est bien là. Attention au niveau fémoral. C'est pas fini, tu tiens le coude, tu retires délicatement ta main sans trop basculer. Voilà, tu retires ta main, tu bascules légèrement la tête en arrière, tu enlèves le masque, tout ça, voilà. Et là, il est bien positionné. Qu'est-ce que tu fais après? Tu allonges la jambe en avant, tu verrouilles la position. Et là, tu attends les secours. Tu continues à rassurer. Quand vous êtes devant une victime, quand vous ne savez pas quoi faire, c'est maintenant quelque chose qui vient rentrer dans les mœurs. En secourisme, on ne l'apprend pas encore parce que c'est un petit peu nouveau. Sachez qu'en réanimation, enfin à l'accueil aux urgences, c'est ce qu'ils font. Sur le bord de la route, les pompiers, c'est ce qu'ils font maintenant. Enfin, je veux dire, et c'est surtout les anglo-saxons qui nous ont dit quoi faire. Parce que quand vous êtes devant une victime, vous ne savez plus quoi faire. On est dans l'urgence, on est dans la panique, on ne sait plus qu'est-ce qu'il va se prendre le coup, putain, qu'est-ce qu'il va raconter ce con, il allait vite. Voilà, vous ne savez plus trop quoi faire. Donc il y a une méthode synthétique, je rappelle, on traite en premier ce qui tue en premier. Voilà. Donc c'est évident que si vous êtes devant une victime qui a manifestement une hémorragie, vous allez traiter l'hémorragie. On va en parler tout à l'heure. Comment on fait pour traiter une hémorragie. D'accord ? La chose la plus importante à faire, c'est de vous remémorer le ABCDE des urgentistes. Vous ne savez plus quoi faire, ABCDE. Le A, c'est airway. Qu'est-ce que ça veut dire airway en anglais? Pour les anglophones, les voies aériennes, les voies aériennes supérieures. Je vous rappelle, depuis le nez et la bouche jusqu'au plus profond des poumons. C'est là où on va rechercher un corps étranger, c'est là où on va faire une libération des voies aériennes. Hein. LVA, ça veut dire libération des voies aériennes. Quand vous dénouez la cravate de votre victime, vous commencez une libération des voies aériennes. Quand vous mettez la tête en hyperextension, vous libérez les voies aériennes supérieures. D'accord? Si on enlève le morceau de banane, pareil, vous libérez les voies aériennes supérieures. C'est ça la libération des voies aériennes supérieures. D'accord? Libération des voies aériennes.
vous enlevez un corps étranger, vous faites éventuellement une analyse si le corps étranger est bloqué, vous n'arrivez pas à l'extirper, parce que ça peut être quelqu'un qui fait un malaise cardiaque, qui ne se sent pas bien, ou quelqu'un qui vient de tomber de vélo, son appareil dentaire va aller dans le mauvais trou parce qu'il est dans la bouche, machin. Donc vous avez quelqu'un qui a eu un trauma crânien, un appareil dentaire qui se bloque dans la trachée, putain, bonjour les hommes, là vous êtes chat noir. Mais il y a moyen d'y réévacuer. Donc on peut lui évacuer son appareil dentaire, etc. D'accord? Là vous n'avez pas de peau. Donc airway. Je crois qu'il y a un S. Les voies aériennes supérieures. Le B, on reste toujours dans l'appareil respiratoire, c'est le breathing des Anglais. Donc je suis désolé de ces termes anglo-saxons. Breathing, c'est la respiration. To breathe, je respire. Ok? Donc le B. Le C, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le cœur. La circulation, le cœur. Donc n'oubliez pas que l'appareil circulatoire, c'est pas que le cœur. C'est le cœur, les vaisseaux, le sang. On l'a dit tout à l'heure. Hein? Les vaisseaux, artères, veines. Donc c'est l'appareil circulatoire. On va dire la circulation. Ça, c'est la respiration. Ça, c'est les voies aériennes supérieures. La circulation. Le D, c'est un terme un peu compliqué qui veut dire disability, c'est les troubles neurologiques. Dodo, quelqu'un qui est dans le coma, il fait dodo. Le D, ben, c'est dodo. Il a un pet à la tête, le mec il est shooté, il n'est pas bien, il est inconscient, il fait dodo. Voilà, souvenez-vous que... Et vous le faites dans cet ordre-là. On traite en premier ce qui tue en premier. Si vous avez un corps étranger, vous avez même pas 1 minute ou 2 minutes maximum pour le sauver. Si vous ne faites pas la manœuvre de libérer les voies aériennes supérieures, c'est cuit. D'accord? Le D, disability, c'est le trouble neurologique. Et après, le E, vous vous intéressez à tout ce qui est l'exposition de la victime, l'environnement. Voilà, c'est là où vous pouvez poser des questions. S'il y a un témoin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé? Est-ce que le mec a des maladies? Est-ce qu'il a des antécédents? Ben oui, je suis allergique au venin d'hyménoptère. Hein, bouche à bouche, massage cardiaque. Bouche à bouche d'abord. Alors, Normalement. voilà, on peut. Alors, bouche à bouche, si vous n'avez pas de répulsion, c'est la personne, si elle est fracassée, imaginez qu'elle est pleine de sang, machin. J'imagine qu'on ne va pas faire un bouche à bouche. Je me mets dans le cas de figure de ce que tu as vécu. Ouais. C'est compliqué, mais s'il s'agit de votre épouse, s'il s'agit de quelqu'un qui vous est cher, ou quelqu'un à laquelle vous allez le faire. Hein. Vous lui nettoyez la bouche, vous prenez un Kleenex, votre serviette, vous enlevez votre chemise, vous allez nettoyer la bouche, vous insufflez. Alors, comment on fait le massage cardiaque? Vous vous positionnez dans la position que vous voulez. Moi, étant droitier, j'aime bien me mettre comme ça. Donc, vous pouvez vous mettre. Bon, t'arrêtes de tourner, Robert. Ouais, mais un bon caméraman, il doit gérer. Oh putain, mais bon. Voilà, donc vous vous positionnez comme ça. Donc, vous voyez le bras de la personne, vous pouvez le mettre entre vos jambes. D'ailleurs, s'il se réveille, vous allez prendre un méchant shoot, ça va vous réveiller. Ça sera le témoin. Voilà. Donc, toujours pareil. Vous libérez les voies aériennes supérieures. Vous enlevez la cravate s'il a une cravate. Vous enlevez ça, nous on est quand même bien emballés quand on fait du vélo, on a un tour de cou, machin, vous enlevez, vous coupez avec les ciseaux, on ne vous en voudra pas d'escater une tenue, ou si c'est une dame, vous enlevez le soutien-gorge. N'ayez pas peur pour respecter la pudeur de la personne, mais il y a des limites. D'accord? Vous dégrafez le pantalon, la personne est inconsciente, elle est sur le dos, elle ne respire plus. Il ne faut pas la mettre en PLS. Non. Ben non. Si vous la mettez en PLS, vous l'oubliez, elle va mourir. Bon, vous avez mis en PLS, normalement elle est inconsciente. Mais là, il s'agit de faire une réanimation. Or, une réanimation cardio-pulmonaire se fait sur un plan dur, de préférence. Si la personne est sur un lit, il s'agit éventuellement, si vous le pouvez, encore qu'il y a des recommandations, il faut commencer le massage cardiaque même sur le lit. Après, vous faites aider, vous la mettez sur un plan dur. Et là, vous commencez les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Donc, vous vérifiez la vacuité. Là, pour l'instant, il ne risque pas de vous mordre, il est inconscient. Vous mettez la tête légèrement en hyperextension, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'appareil dentaire ou de merde visible. Vous basculez la tête dans l'air, vous défaites les trucs. On peut commencer par faire 2 insufflations. Je vous rappelle, le tempo, c'est 2 insufflations. Et 15. 30. Alors, autrefois, on disait 15. Maintenant, moi, je vous dis des recommandations 2022. C'est 2 insufflations. Et 30 massages. Hein? 2, 30, 2, 30, 2, 30, 2, 30. Il est évident que si vous faites un massage cardiaque sans insufflation, Ça ne sert à rien. ça ne va pas servir longtemps. N'oubliez pas que dans l'air expiré, il y a quand même encore de l'oxygène. Quand vous soufflez, n'oubliez pas que dans l'air ambiant, de quoi est composé l'air ambiant? Allez, on va poser une petite question pour stimuler vos neurones. Grosso modo,
Voilà, l'air que je respire. En pourcentage. 20% d'oxygène. 20%. Voilà, 21%. 21, oui. Enfin, voilà, Plus ou moins, oui. 21% d'oxygène. Le reste, c'est quoi? Il y a de l'azote. C'est de l'azote. L'azote. C'est tout. Et de l'eau. Et puis, De l'eau. non, Oui. de la vapeur d'eau, machin, mais c'est Vapeur d'eau. infinitésimal. Grosso modo, c'est ça. Alors, on va dire 78% Ouais, c'est ça, oui. d'azote, 21%. Après, le reste, il y en a très très peu de gaz carbonique. Normalement, dans une pièce comme ça, si vous. J'aurais dû amener mon appareil, parce que normalement, quand vous faites une formation dans une. Voilà, c'est aéré, on n'en a pas besoin, mais normalement, on doit vérifier le taux de CO2 hein, qui doit nous stipuler qu'on doit aérer la pièce, hein, vous le savez. Et c'est dérisoire. Donc, dans l'air inspiré, surtout s'il n'y a pas trop de pollution, c'est 0,001% hein, de CO2. Donc 21% dans l'air ambiant, dans l'air pur, dans l'air que vous allez expirer. Donc l'air qui a déjà travaillé dans votre corps que vous rejetez. Il y en a combien d'oxygène? Je sais pas, 5% peut-être. Combien? 5%. 5%? Ouais, peut-être. Qui reste. 17%. 17, c'est pas mal déjà. Ben ouais. C'est énorme. Voilà votre bonbonne d'oxygène, bordel. Vous en avez tous deux là, qui marchent bien, vous êtes des sportifs. Là voilà votre bonbonne d'oxygène. Donc amenez une bonbonne d'oxygène sur le vélo, aucun intérêt. C'est de la Ça chance. vous va? C'est de la chance, Léon. On va pas l'emmener. Donc, si on ne fait pas un bouche à bouche, alors évidemment, si c'est un hosto, machin, ils vont vite amener l'oxygène, machin. J'ai pas de pouls, donc si vous voulez prendre le pouls ici, vous pouvez le prendre, là vous avez le droit. Le pouls, fait moi, il n'y a rien. Allez, on en prend la main. Notez l'heure éventuellement, tiens, note l'heure. Pendant ce temps, il y a l'autre qui appelle le 15, machin, et quelqu'un s'y colle à la manip. D'accord? On bascule la tête en arrière, on pince le nez, parce que sinon, si vous allez souffler l'air, l'air va ressortir par le nez. C'est pour ça que chez l'enfant, on fait ce qu'on appelle un bouche à nez. Hein, on englobe tout ça. Avec votre bouche, vous collez en ventouse votre bouche là, et puis vous insufflez. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On met là, et on souffle, et on regarde que la cage thoracique se déploie. Alors là, normalement, moi je peux vous le mimer, je serai le seul à souffler. En réel, c'est exactement. Alors le masque n'est pas très bien mis, mais. D'accord? Vous voyez la cage thoracique. L'œil voit, hein. Pour l'avoir fait déjà chez des gens, je peux vous dire c'est exactement la même sensation. Vous voyez que la cage thoracique se déploie. Vous faites 2 insufflations et après on fait 30 massages cardiaques. Alors tout à l'heure, nous avions mis notre point ici. Donc vous voyez là ce qu'on appelle l'appendice xiphoïde, les côtes. Vous voyez là, les côtes. C'est pour ça que ce mannequin est très bien fait. Celui-là, c'est celui de mon autre assaut, mais il n'est pas, à mon avis, c'est juste pour s'entraîner au massage cardiaque. Là, vous repérez, là, vous avez le haut du sternum et vous le mettez au tiers. C'est-à-dire, grosso modo, sur les nichons. Si c'est une vieille personne avec les seins tombants, ne vous basez pas sur ce que vous allez faire un massage stomacal. Si tu l'as sur l'abdomen, elle va gerbouiller. Donc, repérez ça. Donc, chez l'homme, le sportif, machin, c'est là où on se met la ceinture. Voilà. Donc, c'est la ligne des mamelons. D'accord, hein, et vous mettez la main ici. Je vous rappelle qu'on applique le talon de la main. Hein, c'est cette zone-là. Et qu'on remonte là, comme ça. C'est technique, il y en a qui mettent les mains comme ça. Vous faites comme vous le sentez. L'essentiel, c'est de faire des compressions. Voilà. Comme ça marche. Le tout, c'est d'appliquer la main. Et on l'applique vraiment au milieu, là où il y a le sternum. D'accord? Et il faut que la force soit de haut en bas, perpendiculaire au thorax. C'est là où on risque de casser des côtes. Ce qui fait peur aux gens, ce qui est une connerie, c'est le risque de fracture de côte. Ça peut arriver chez les personnes âgées ou vieillissantes. Les arcs costaux, ici, les côtes que vous sentez, normalement, c'est du cartilage. Si vous faites une radio, on ne les voit pas. Hein, c'est transparent. Et en vieillissant, ils se calcifient, deviennent opaques. Et c'est vrai qu'on peut casser des côtes. Et alors? Et alors? Vous êtes en train de sauver la vie de quelqu'un. Rien à foutre que vous lui pétez des côtes. il a les côtes cassées, mais il est vivant. Les côtes cassées, il est vivant. Au pire, vous lui abîmez un poumon, et bien il y a l'autre quand même qui marche. On ne vous en voudra pas. On ne vous en voudra pas. D'accord? Et donc là, vous mettez le talon de la main, donc le bras ici si vous voulez, ou le bras là, comme vous voulez. Hein, vous mettez le talon ici, là, comme ça, et vous faites 30 compressions. À quel rythme? À quel rythme? Suivant la chanson. Oui, les chansons. Alors voilà, la chanson, moi je veux bien, mais bon. Il faut l'avoir déjà, la chanson. Tout le monde m'en parle. Vous connaissez cette chanson? Non. Enfin, on la connaît, oui, mais après, même là, on s'est... Staying Alive. Hein. Ah oui, c'est ça, oui. Le mouvement, si vous voulez, c'est ça. Il faut penser, il faut s'imaginer que vous allez commencer une manœuvre qui risque de durer longtemps. Moi, le jour où je l'ai faite, où j'ai eu la chance de sauver quelqu'un, ça a duré presque 25 minutes.
Et j'étais tout seul à le faire. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Ouais, mais après c'est comme dans le vélo. T'as On est dans ton adrénaline Oui, qui va absolument, générer on est dans de la force. Ouais, mais tu fatigues. Tu es dans ton truc. Tu es dans ton truc, Ouais, tu es là comme ça, pas, et puis tu vois des gens passer parce que tu es aux obsèques d'un copain, Il y et a une bonne personne. femme, tu sais pas qui c'est, tu la connais pas, je l'ai eu au téléphone hier soir justement, Nicole, et elle a 76 ans maintenant, et tu vois passer des copains, ils te voient pomper, machin, personne te dit, t'as besoin d'aide, machin. Personne. Tu peux demander. Du vécu, hein, ça. C'est dingue ça. Hein. Mais je crois qu'il y a des records à plus de. Il y en a un qui m'a dit, hein, alors là, Il y a des mecs à plus d'une heure. Quoi. le médecin traitant, oui, bien sûr, et une fois qu'il est commencé, on n'arrête jamais. Il ne faut jamais arrêter. C'est pas vous qui décidez. Manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire entamée, vous ne l'arrêtez jamais. Jamais. Puis évidemment, si c'est une victime, elle commence à être bouffée par les verres, elle est sortie de tout, manifestement, elle est bien refroidie. Elle est... Les secours, Oui, ça sert à rien. le relais ou. C'est pas à vous à décider. C'est une hémorragie où le sang. Moi j'en ai vu, des coups de couteau dans la rue. Hein, ça m'a. Ça pisse, hein. En fortiori, si vous tapez une grosse artère. L'artère fémorale, celle dont on parlait tout à l'heure, où on cherche le pouls. Hein, c'est une artère qui est grosse, à peu près Comme le pouce. C'est ça que c'est facile à la retrouver. Hein, parce qu'elle est grosse. D'accord? Et là, ça. Vous avez. Même pas une minute. Mais hein, oui, c'est c'était rapide. Ouais. En une minute, la personne. Donc là, il faut faire une compression tout de suite, localement. Alors évidemment, mettre ses mains sur du sang, quand c'est pas le vôtre, on a une répugnance. C'est vrai que tous les secouristes, ils ont des gants. Mais là aussi, est-ce qu'on ne devrait pas se balader avec une paire de gants à usage unique? Tu sais, des gants qu'on avait tous dans notre voiture quand on était en période Covid, tous stressés les uns les autres. Mais si c'est votre copain ou si c'est votre quelqu'un à qui vous tenez, vous allez mettre la main. Vous pouvez prendre un linge, vous pouvez prendre votre t-shirt, vous enlevez une serviette. Alors, on va parler après de la cravate, vous faites d'abord une compression locale. Local. Mouchoir. Un paquet directement sur la plaie. Kleenex. Il y a un seul cas de figure où vous ne faites pas une compression directe sur la plaie, c'est quand il y a Quelque chose dedans. une suspicion, Voilà. absolument, Patrice, une suspicion de corps étranger. Quelqu'un qui se sont battus dans la rue, parce que moi ça je le vois, il prend la canette de bière, pam, et puis vous avez un morceau de verre qui restait planté, parce que ça se voit, ou un couteau ou un morceau de verre, qu'est-ce que vous faites? On le laisse. On le laisse. Bien sûr. Moi personnellement je l'enlève parce que j'ai des techniques ou machin, mais normalement on le laisse. Moi j'ai vu quelqu'un se faire coller à un truc de secourisme, parce que la première chose qu'elle a dit, Non, surtout pas. Quelqu'un a un couteau planté, vous le laissez. a dégagé. Vous le laissez. Ah mais non, Oui, mais parce ça que c'est frais parfois, la l'hémorragie. lame a pu sectionner un Voilà. vaisseau et elle fait Obstruction. si vous voulez, ça empêche le sang de sortir. Et puis Ça les saigne, vaisseaux- mais pas sous pression. Et vous retirez la lame et là, chou. Et les vaisseaux se rétractent un peu autour. Voilà, absolument. Donc, Et un tu couteau tires. planté, vous le laissez en place. Tu libères tout. Un couteau planté dans la cuisse, vous le laissez en place. Moi, j'ai Exact. vu un jour un jeune, je vous jure authentique mais vrai, il s'est acheté je crois que sa femme lui avait acheté un magnifique opinel, machin, et en voulant, il l'avait lavé, et il voulait les goûter, tchou, le couteau lui a échappé, ch'tac, je vous jure, dans la cuisse. En voulant le couteau lui a échappé, c'était un manche en nacre, machin, et on lui a laissé en place, je l'ai amené moi-même à l'époque. On faisait ça parce que quand on a fait les secours, je l'amène directement au coin de famille. J'avais déjà les premiers téléphones, j'appelle le copain chirurgien, c'était Courchia, machin. Putain, je t'amène tout un truc, prépare-moi un bloc, machin. Je t'amène un jeune qui a. Pour la petite histoire. Vous ne laissez le couteau en Planté. place. On voit ça très souvent, mais alors là, ça me gêne beaucoup moins dans les corridas, les toréadors. Ah oui, oui. C'était notre ami Michel Lafitte qui s'est pris un panneau, je sais pas quoi, ouais, j'étais pas là. Oui, sur le bras, moi j'étais pas. Il s'était fait une belle plaie, mais je Oui, pense qu'en haut. mais c'était très ouvert. Voilà, il s'était fait une grosse plaie ici en tapant un panneau, Le panneau, de ouais. circulation. Ouais, ouais, à Lorient. À Lorient. À Lorient. J'y Je étais. sais pas, il a merdé. Oui. Il s'est fait une belle plaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Compression locale. Alors, je ne sais pas ce qui a été fait ce jour-là, mais en tout cas, idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Mais il a fait lui-même. Et Il ça a peut-être tenait fait comme lui-même, ça. machin, voilà. Ou sinon, vous pouvez faire une compression en amont, entre le cœur et la plaie. Une compression, tout à l'heure, on a dit que chez les enfants, le pouls se prenait au niveau du Ah, rien, Vous c'est avez vieux, une ça. hémorragie qui C'était saigne. des Il y a un années. copain qui va chercher un Ouais, garrot. ça fait 4-5 Tu ans. vas chercher un C'est moyen clair. de faire un garrot. En Moi, attendant, j'ai quand on a été quelqu'un en Bretagne, peut hein. appuyer ici, et si ça ne Oh. suffit pas, une autre personne qui va Ici. appuyer ici. Ah, mais comprimez alors, la il y a viande rien, pendant ça ira. celle qui va distribuer le sang Pas à rien. l'hémorragie. D'accord? Mais la compression locale, c'est vraiment utile. Et après, dernière solution, si vous n'arrivez pas à arrêter cette hémorragie, vous avez le droit de poser un garrot. Un autre à l'heure. Hein? Un autre à l'heure. En notant l'heure de préférence. Alors un garrot, ça peut être un tissu, ça peut être une cravate, ça peut être une chambre à air, nous les cyclistes. Ouais, c'est Alors, vrai. quand on parle de garrot, on ne parle pas de garrot veineux des infirmières quand vous allez faire votre prise de sang. Hein. Ouais. C'est trop fin.
On peut pas... Les garrots qu'elles mettent sont des garrots veineux qui ne font que ralentir, enfin, couper la circulation artérielle, et surtout ralentir la circulation veineuse pour que les veines gonflent. Donc il faut quelque chose de plus serré. Une chambre à air peut très bien faire un garrot artificiel. Donc vous posez votre garrot, ce qu'on appelle un garrot cravate. Par exemple, vous prenez votre cravate, vous faites ça. Vous voyez, là, vous avez les deux chefs. Donc j'ai une hémorragie ici, ça pisse, ça pisse, ça pisse. D'accord? Vous prenez ça. Hein, et après, là, vous pouvez faire un nœud éventuellement. Après, le tout, c'est de bricoler. Ou alors, vous mettez directement un objet. Ça peut être une chambre à air avec un démonte-pneu, là, comment on appelle ça. Et puis, vous faites un... Voilà. Et vous serrez. La pompe, absolument. Et vous serrez. Jusqu'à quand vous serrez? Jusqu'à ce que ça pisse plus. Et après, vous vous démerdez à le coincer. Quand c'est bleu, t'arrêtes. Voilà. Généralement, on le voit parce que ça pisse plus. Ah, c'est bon, tu touches plus. Et voilà. Alors, je vais le